Nous allons, avec Pierre Branda, nous livrer, mesdames et messieurs, chers amis, chers collègues, à quelques mots très brefs de conclusion. En fait, au terme de ces 2 jours de travaux, des 23 communications, des 2 tables rondes que vous avez entendues, voilà venu le temps de quelques mots de conclusion. Et je vous rassure, on va être extrêmement bref. L'heure est avancée d'une part, et je crains comme la peste l'expulsion de la salle, comme hier à 18 heures. Donc 5 minutes, 10 minutes peut-être de conclusion. Alors je tiens d'abord à remercier bien évidemment la Banque de France et Citéco pour leur accueil, et Arnaud Mana, je ne sais pas s'il est dans la salle encore, il est là, qui a été notre interlocuteur privilégié tout au long de ce montage de ce colloque. Bien évidemment à remercier la Fondation Napoléon, et en particulier 2 personnes qui n'ont pas encore été citées, Alexandra Mongin et puis Gwenaëlle Houet, qui nous ont secondé, mon complice Pierre et moi. Alors ici, permettez-moi une petite incise sous forme de confidence personnelle, et j'espère que Pierre ne m'en voudra pas. Il était en fait dans l'ordre des choses que nous soyons amenés à un moment donné à travailler ensemble, Pierre et moi, donc sur ce projet de colloque, et puis sur un autre projet dont je ne vous le parle pas aujourd'hui, mais qui va bientôt voir le jour, dans la mesure où Pierre est mon quasi-jumeau. Hein. En effet, figurez-vous que nous sommes nés le même jour, de la même année, à quelques heures près. Bon, il est mon aîné de quelques minutes. Hein. Alors revenons aux choses plus sérieuses. Après la réussite du colloque Napoléon et l'économie en 2016, en organiser un nouveau sur Napoléon III et l'économie s'est imposé bien évidemment comme une évidence, je dirais, à la Fondation Napoléon et à la Banque de France. Hein. D'autant plus que, comme le rappelait hier le gouverneur, bien évidemment, hein, Napoléon III a été l'un des chefs de l'État depuis 1789 du monde entier à s'être le plus intéressé eh bien, à l'économie, et sans doute dans notre pays celui qui s'y est le plus intéressé. Alors il nous fallait naturellement commencer par lui, et nous avons rappelé qu'il avait mûrement pensé son projet économique avant son accession au pouvoir, et que moyennant quelques renoncements, comme les colonies agricoles évoquées hier par Serge Schweitzer, il avait appliqué ensuite son programme, aidé par des ministres, aidé par des hauts fonctionnaires, aidé par des banquiers, par des ingénieurs, des industriels. Et vous avez vu que dans ces 2 jours de colloque, de très nombreuses figures du Second Empire ont été citées et ont permis de donner, je dirais, un peu de chair à nos interventions, sans quoi un colloque sur l'économie, lorsqu'il est eh bien, bardé de statistiques, peut être un petit peu rude. Ces personnalités se sont d'ailleurs souvent retrouvées, hein, et c'est ça que j'ai trouvé aussi intéressant, d'une communication à l'autre, et je pense qu'il nous faudra introduire un index dans la future publication des actes de notre colloque. Alors tout d'abord, des dynasties, les Fould bien évidemment, les Pereire, les Talabot, les Rothschild, les Schneider, la figure très très intéressante de Jean-Baptiste Dumas, que je pense vous avez découvert pour la plupart d'entre vous, qui est quand même le chimiste mondial, il faut le rappeler, le plus connu dans le monde à l'époque. Il est le père de la chimie organique, mais il est un intime du souverain, il a l'oreille du souverain, il suffit qu'il demande à voir Napoléon III, et Napoléon III le reçoit, ça n'est quand même pas donné à tout le monde. Et puis, c'est un petit peu l'homme qui, comme Bailly en 1789, ne pouvait pas s'empêcher de demander à siéger partout. Donc il a un nombre de sièges dans des conseils d'administration, au conseil municipal et général de la Seine, enfin, il est absolument partout. Et c'était bien de l'évoquer dans ce colloque. Mais également les ministres, alors Rouher, Magne, Béic, les 2 gouverneurs successifs de la Banque de France, Dargout évoqué hier et aujourd'hui, et puis Germini évoqué aujourd'hui, le banquier Donon, bien évidemment, les constructeurs Caille et Gouin, les ingénieurs, alors je ne vous épargne tous leurs noms, mais rappelons quand même Pétier, Flachat, Eiffel, l'économiste et mathématicien et philosophe Cournot, hein, que vous a fait sans doute découvrir Dominique Barjot, évidemment Juglar, qui est encore revenu dans nos propos aujourd'hui, et puis Haussmann, que vous avez pu découvrir sans doute grâce à Michel Carmona, dans une vision un petit peu hétérodoxe des choses, mais je crois, pour ma part, assez juste, assez proche de la réalité. Alors, quelques mots simplement de synthèse, et uniquement pour me centrer sur ce que nous
avons dit hier. Pierre reviendra peut-être en quelques mots sur les communications d'aujourd'hui. Nous avons beaucoup mis l'accent, par le biais des 2 tables rondes, sur la révolution du crédit et la création d'un système bancaire moderne, d'une part, et bien évidemment sur les grands travaux, et au premier chef les grands travaux parisiens, d'autre part. Pourquoi cela? Parce que le crédit, le système bancaire, c'était le levier, bien évidemment, de la modernisation économique, et parce que les grands travaux, c'est l'aspect le plus spectaculaire, sans doute, du Second Empire, et nous ne pouvions pas, bien sûr, en faire l'économie, mais vous avez vu que les réseaux ferrés, les grandes compagnies maritimes ont aussi été très, très présentes dans nos propos. Nous avons également rendu justice, me semble-t-il, grâce à Bruno Marnot, au Second Empire, pour le développement, c'est moins connu, des infrastructures portuaires. Et vous avez peut-être aussi découvert hier l'Union monétaire latine, créée en 1865. Cette union, je vous le rappelle, a regroupé jusqu'à 32 pays sur un principe simple, non pas de monnaie unique, comme l'euro aujourd'hui, mais de libre circulation des monnaies dans les 32 pays de l'espace commun, grâce à un même poids hors argent de ces monnaies, moyennant quoi elles pouvaient conserver leur nom et leur symbole national. Alors, un autre point qui m'a semblé très important, plusieurs communications ont insisté sur le tournant de 1860. Celui-ci est très bien connu des historiens politiques, bien évidemment. L'empire autoritaire, pour faire simple, auquel succède l'empire libéral. Mais c'est beaucoup moins connu dans l'histoire économique et sociale. Je fais ici une petite incise. L'un et l'autre sont bien évidemment liés. Nous n'avons pas eu l'occasion de le dire hier. J'avais renvoyé, parce que j'étais très juste, vous l'avez senti dans ma propre communication, cela à aujourd'hui pour ma conclusion. Le traité du 23 juin 1860 entre la France et l'Angleterre, on l'oublie trop, a des considérations politiques et géopolitiques extrêmement importantes, puisque ça a été montré dans plusieurs communications récentes. Napoléon III le conclut avec l'Angleterre, car nous sommes dans une phase de tension extrême avec nos voisins d'outre-Manche. En effet, les Anglais n'admettent pas que la France va prochainement annexer la Savoie et Nice. Et ce traité, en quelque sorte, c'est aussi, il faut le dire, lâcher un petit peu du lest vis-à-vis des Anglais. Mais ce tournant de 1860, c'est aussi la grande lettre du 5 janvier 1860, la fameuse relance saint-simonienne, avec toutes les limites que nous y avons mises. C'est aussi, Florence Bourillon l'a rappelé hier, et Juliette Glickman aujourd'hui, l'annexion par Paris de ces banlieues. Et puis, Nicolas Stoskopf nous l'a dit, alors malheureusement, Nicolas n'est plus dans la salle, il a dû partir à cette heure-ci, mais c'est un tournant libéral pour le secteur bancaire. Il a utilisé hier, vous vous souvenez, cette expression très juste, « les lions sont lâchés ». Et puis, c'est le moment aussi du retour progressif au contrôle parlementaire demandé par les élites, et parallèlement, et les deux choses sont liées, le moment où Napoléon III se sent obligé, et ça fait écho à la communication il y a quelques instants de Franz Laurent, de relancer son programme social qui n'avait pas pu mener à bien pendant les années de l'Empire autoritaire. Alors avant de céder la parole à Pierre, je terminerai en vous rappelant évidemment quelques chiffres et éléments qui me semblent particulièrement éloquents et qui ont été donnés au fil des communications de la journée d'hier, sans rappeler, parce que vous les avez en tête, ceux que vous avez eus aujourd'hui, en particulier pour l'agriculture, les chiffres qu'a donnés tout à l'heure Nadine Vivier. Une croissance économique soutenue, 4% en moyenne annuelle dans les années 1850, un peu moins dans les années 1860, 2,5% ici en moyenne annuelle, et tout ceci en fait fondé sur un investissement très fort, un investissement qui double au cours de la période. Une augmentation de 50% en moyenne de la production industrielle, une inflation quasi nulle, hors quelques secteurs spécifiques comme l'immobilier, c'est vrai, une grande stabilité monétaire, un revenu national estimé à 20 milliards, or il était, et c'est Pierre qui nous l'a rappelé hier, de 10 milliards seulement pour un régime comparable qui est la monarchie de Juillet, qui a la même durée, c'est-à-dire 18 ans, pour un taux de prélèvement obligatoire qui nous fait aujourd'hui rêver, puisqu'il n'était que de 9% sous le Second Empire. Alors pour finir, je pense qu'avec tout ce que vous avez entendu, et aussi aujourd'hui, et dont Pierre va vous proposer sans doute une brève synthèse dans un instant, nous avons été assez complets. Bon, ça c'est le
petit moment satisfecit personnel. Mais malgré tout, on va essayer de faire encore mieux pour les actes, parce qu'il ne vous aura sans doute pas échappé, vous qui êtes des auditeurs attentifs, et il ne nous aura pas échappé, nous non plus, que nous avons des manques. Nous n'avons pas évoqué les grands magasins. Or, c'est aussi l'un des aspects très spectaculaires de l'économie du Second Empire. Nous avons sans doute trop peu évoqué l'économie de l'Algérie et l'économie des colonies. Or, en termes d'historiographie, c'est bien évidemment très à la mode, mais c'est aussi très important. Et puis, nous avons sans doute trop peu évoqué la consommation. Donc, on va s'efforcer, avec Pierre, de rectifier le tir pour les actes en faisant appel à d'autres contributeurs. Voilà, mon cher Pierre, à toi la parole. Merci, cher Éric. Comment conclure après toi? Alors, quelques mots de synthèse par rapport, effectivement, aujourd'hui. Me semble-t-il que Napoléon III, pour le définir dans sa politique économique, et pas seulement, a cherché à des degrés divers, avec des fortunes diverses, à n'oublier personne. C'est ressorti sur les paysans, c'est ressorti sur les ouvriers, c'est ressorti sur les enfants, c'est ressorti sur beaucoup de domaines. Et finalement, il a cherché, c'est très manifeste, à créer aussi du lien. D'accélérer les échanges, de les favoriser, de créer de l'échange. Et sous votre autorité, monsieur le professeur, l'échange, c'est la base de l'économie. Et donc, en accélérant tout ça, en finalement comprenant que plus les individus travaillent le mieux possible ensemble, plus l'économie fonctionne en réalité. Sans barrières, sans entraves. Il y a beaucoup d'enseignements pour aujourd'hui à partir de cette histoire économique et pas seulement, et politique aussi, qui en découle. On peut dresser beaucoup de conclusions, enfin du moins de pistes pour notre époque et peut-être également pour les suivantes. Alors, c'est vrai, tu l'as dit, que c'est un souverain qui a intégré l'économie comme probablement peu avant lui et peut-être pas autant que cela après lui d'ailleurs. Nous avons aussi tâté les limites de l'économie par rapport à d'autres ensembles. Je pense à toutes les interventions excellentes qui se sont succédées, mais à celle d'Olivier Bostian sur l'économie finalement. Peut-elle, en faisant coopérer des États, empêcher la guerre? La seule économie était possible, l'échange, finalement, cette idée européenne de faire en sorte que les États soient tellement intégrés et tellement de relations économiques entre elles dépendantes, finalement, les unes des autres, que la guerre devient impossible. Cette piste a montré que non. L'actualité récente nous le montre également. On atteint là des limites au système économique, à la pensée, au pouvoir économique. D'autres questions se posent par rapport à la question sociale. D'autres questions émergent toutes et qui sont toutes finalement contemporaines, y compris dans des domaines plus économiques comme ceux du taux d'escompte et du taux directeur de la Banque centrale, ce qui va évidemment évoluer pour nous très rapidement aussi dans des contextes finalement parfois similaires. Bref, je ne vais pas rappeler toute l'excellence des communications, mais vraiment ce qui m'a frappé, c'est cette pluralité et vraiment cette revue économique complète que j'espère que nous avons réussi pour expliquer en grande partie le monde d'aujourd'hui en fait. Et j'ai été frappé aussi, madame, par si je puis dire, pas le mea culpa de Zola, mais par son appréciation plus mesurée vis-à-vis de cet homme-là, en disant bien il a essayé de faire des choses, il n'est quand même pas responsable de tout. Et c'est vrai que la politique, et vous savez aussi bien que moi, monsieur le professeur, n'est pas responsable de tout en économie, sinon ce serait trop simple, hélas. Et tout ça l'a bien montré aujourd'hui. Alors, je ne voudrais pas être trop long là-dessus, mais je reviens sur le fait d'oublier personne et de ce succès quand même, où c'est à noter tout de même, vous l'avez souligné dans la dernière intervention,
Il est quand même le chef d'État qui a réussi, à plus de 20 ans d'intervalle, à conserver son score, son chiffre, de manière électorale, alors certes avec des variations, mais tout de même obtenir plus de 70% à près de plus de 20 ans, je l'ai dit, d'intervalle, c'est quand même on va dire une note donnée par les Français à ce moment-là, et pourtant, Dieu sait si nous sommes frondeurs. Voilà. Merci, mesdames et messieurs.